C'est quoi la noblesse? Noblesse de sang, la noblesse du mérite ou la noblesse de l'esprit? La noblesse, est-ce une attitude morale, physique ou encore sociale? Devenons-nous nobles par le mérite, par nos actions, ou alors naissons-nous nobles? Et dans ce cas, existe-t-il des peuples plus nobles que d'autres? Ou alors sommes-nous tous égaux face à la noblesse? C'est ce que nous allons découvrir ensemble après le générique. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Le passage de l'allodialité à la féodalité explique comment les Francs ont rompu avec l'héritage de leurs ancêtres, nos pères, les Germains, guerriers, paysans épris de liberté, que l'aridité de la terre et les rigueurs de leur climat avaient jadis élevé moralement, noblement. Il revient aux Normands de raviver cet héritage. Ce texte est de Montesquieu et date de 1748 dans l'esprit des lois. Alors, allodialité, ça veut tout simplement dire des paysans libres ayant l'usufruit ou la propriété de leurs terres, à la différence de la féodalité où souvent il y a des serfs, c'est-à-dire des esclaves appartenant au comte, au duc, au seigneur du lieu. C'est important de comprendre qu'en Europe, notamment nordique, le paysan était un homme libre et armé. C'est ce que Walter Darré explique dans un livre qui date des années 30, un livre qui explique sous un angle bien sûr national-socialiste de l'époque, avec du racisme qui était quelque chose d'à peu près normal à cette époque-là. Mais pas forcément pour Darré un racisme fanatique. Lui, il explique que la noblesse, c'est ce paysan libre et armé qui appartient à une terre, qui est enracinée dans cette terre. Donc, son livre, je vous mets l'affiche à l'écran, traite de ce sujet. Il faut bien évidemment relativiser, prendre un certain recul. Une fois de plus, c'est un livre dans son jus de l'époque. Mais cela dit, regardez ce que Mélenchon dit à propos des peuples premiers. Regardez. Mais il est évident que les droits du peuple premier sont les premiers des droits. Intéressant. Oui, Jean-Luc, oui. Les peuples premiers ont le droit à vivre chez eux. Les peuples premiers ont le droit à ne pas être grands remplacés. Que ce soit les Kanaks, les Bretons, les Normands, les Basques et tout autre peuple premier sur terre a le droit de vivre chez lui, enraciné dans sa terre, la terre de ses ancêtres, dans sa culture, dans son espace de paix. Les peuples premiers de toutes les nations sont les nobles au sens expliqué par Darré, c'est-à-dire au sens de l'habitant primordial, premier habitant sur sa terre, enraciné, paysan dans la plupart des cas, ou tout du moins proche de la terre, et qui a conscience que cette terre lui appartient, à lui et à ses ancêtres et à ses enfants. C'est bien évidemment également le sens même de l'écologie, au sens de le logis chez vous, votre terre, votre espace, et la gestion de cet espace raisonnée dans la tradition souvent de vos ancêtres.
Alors sur ce sujet, je vous invite à écouter Olivier Ozon qui traite de ces thèmes très intéressants. Donc c'est quand même ce que moi j'ai appelé un espace de paix dans mon livre, je vous mets la vignette, c'est-à-dire que pour vivre en paix, je te parle d'une manière générale, bien évidemment il y a des cas d'exception, notamment lorsque vous êtes une personne avec des moyens, mais pour le peuple, je dirais même le petit peuple, mais dans un sens noble du terme, lui vit là où il est né, dans la plupart des cas, là où ses ancêtres ont vécu, là où il s'est battu, où ses ancêtres se sont battus pour préserver cet espace de paix, leur terre avec des frontières définies. C'est ça le sens même de la noblesse et de l'écologie. Circuit court, agriculture locale, nourriture locale et ainsi de suite. C'est tout simplement le bon sens. Et c'est peut-être ça la noblesse avant toute chose. C'est pas certainement pas la noblesse d'héritage dont nous allons parler après, la noblesse féodale qui est une escroquerie. C'est pas, ça peut être des traits physiques, bien évidemment, que vous héritez par le lien parental, mais avant tout la noblesse, c'est ce paysan autonome chez lui, dans son territoire ancestral, ce peuple premier qui a le droit de vivre chez lui. Alors oui, les Kanaks, Jean-Luc, ont le droit de vivre chez eux. Je ne suis pas forcément pour une totale indépendance politique, c'est un autre sujet, mais tous les peuples premiers ont le droit de vivre chez eux sans être remplacés. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, ça fait plaisir d'entendre ça de votre bouche. Donc il faut préserver les peuples premiers au nom de la noblesse, au nom de la liberté. Je rentre dans la partie historique. Alors d'un point de vue historique, je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia qui était pas mal. Du point de vue des sciences sociales, historiques et politiques, la notion de noblesse renvoie généralement à une caste aristocratique, souvent endogame, et désigne alors la condition d'un groupe social distinct et hiérarchisé, jouissant de privilèges. Alors ça, c'est exactement le contraire de ce que Darré explique dans son livre « Sang et terre ». C'est tout à fait le contraire, parce que ça a été, c'est la féodalité, c'est-à-dire ça a été un vol de la liberté du peuple, du paysan libre et armé. Armé, c'est moi qui le rajoute, mais être armé, ça tout simplement veut dire être responsable de son destin, armé intellectuellement et physiquement. Alors je continue la définition. Dans la plupart des cultures, la noblesse remonte non comme lignée, mais comme caste de combattants aux fonctions tripartites indo-européennes. Donc ça, c'est ce que Georges Dumézil explique dans ses ouvrages. Donc là, on va toucher ça rejoint un peu ce que dit Darré également, ce lien de sang. Vous avez les castes en Inde, c'est-à-dire la caste entre guillemets la plus supérieure, ce sont les brahmanes, les nobles, les Aryas, qui veulent dire les hommes nobles et libres, tout simplement. Alors oui, il y a peut-être des peuples plus nobles que d'autres, plus libres que d'autres, avec une culture et un goût pour cette liberté. Il y a peut-être des peuples plus spécifiques, les Juifs par exemple, ce sont des prêtres, un peuple de prêtres. Les Européens sont des individus fondamentalement libres, individualistes, moins collectifs par exemple que les Chinois, qui sont une culture beaucoup plus collective, même si bien évidemment ils ont aussi chacun leur propre caractère. Mais voilà, on peut s'interroger sur cette notion de culture et de sang, cet héritage transmis peut-être par les gènes ou pas. C'est quelque chose dont il faut parler avec bienveillance, sans aucune hiérarchisation de supérieur ou inférieur. On n'est plus au 19e et 20e siècle, Gobineau, tout ça c'est fini. Mais l'écologie doit traiter de ce problème-là. Le peuple premier doit pouvoir vivre chez lui, dans sa culture. Les peuples premiers ont le droit de vivre sur leur terre ancestrale, dans leur culture, dans leur tradition, souvent clanique, et parfois au sein d'une politique étrangère. Ça, c'est encore un autre débat, mais tout du moins, il faut préserver leur culture.
Alors ensuite, donc la noblesse est définie souvent donc comme héréditaire. Donc ça c'est la entre guillemets la dite aristocratie qui on va en parler après. Vous avez bien sûr aussi, alors l'aristocratie c'est l'inverse entre guillemets de la bourgeoisie, bien évidemment, des roturiers, les non nobles, les petits gens. Mais ça c'est un sens assez moderne. Hein. Ensuite, vous avez la classe sociale constituée par les nobles d'empire. Donc ça, c'est Napoléon, la noblesse du mérite, par le travail, par le combat, par l'intelligence, on va dire également. Et ensuite, vous avez également le caractère noble, majestueux. Un tigre est un animal noble, etc., etc. Donc là, il y a un trait physique, parfois, qui peut être aussi amené à la noblesse, mais là attention, on peut aussi, il faut pas confondre noblesse et quelqu'un qui est classe, qui se conduit bien, qui s'exprime bien, qui bouge bien, etc. Donc ça c'est plus quelque chose qui est lié à l'éducation, mais également peut-être aussi à l'héritage, à un héritage biologique. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la définition un peu historique de la noblesse. Bon, comme l'a expliqué Montesquieu tout à l'heure, les peuples premiers, ces paysans libres et autonomes sont les véritables nobles, c'est également ce que dit Darré. Ils sont libres sur leur terre, la noblesse c'est la liberté, cette liberté qui vient de vos ancêtres, qui vous ont légué un territoire, une culture, un sang, c'est-à-dire un héritage biologique du peuple premier, c'est-à-dire le peuple qui est chez lui en quelque sorte. Hein. Lui est noble, donc ça peut être le paysan normand, ça peut être le breton, ça peut être l'anglo-saxon, etc., le romain, le grec, bien évidemment, qui d'ailleurs dans l'Antiquité, hein, la noblesse était clairement héréditaire dans le sens de l'individu libre. Alors ce qui s'est passé ensuite, on va le voir un peu après, ça a été un vol avec la féodalité de cette liberté. Comment ça a eu lieu? Tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors du passage de l'alliodialité à la féodalité, le petit peuple se transforme en serf, au pire en serf, c'est-à-dire véritablement en esclave, ou alors, on va dire, en roturier, en vilain. Le vilain, c'est l'habitant du village. Et le vilain, même s'il est plus ou moins libre, n'a pas une grande liberté de mouvement. Au Moyen-Âge, aux grandes pestes, en réalité, vous apparteniez quand même à un village, à un bourg, et vous étiez sous l'emprise de votre maître, le seigneur du bourg. Avant, quand nous étions dans un système d'allodialité, pardon, c'est un peu compliqué à prononcer, nous étions des paysans libres et armés. Ça, je le rajoute toujours, je vous l'ai déjà dit pourquoi. C'est important. Ce paysan libre était propriétaire de son terrain, de sa terre. Et il n'y avait pas vraiment même s'il y avait des seigneurs, par exemple chez les Scandinaves, il y avait des jarls, chez les Normands, hein, les hommes du Nord. Hein. Alors je fais une petite parenthèse parce que viking veut dire pirate, tout simplement. Hein. Les Normands n'étaient pas des pirates. Ils sont venus s'installer avec leur famille. C'était on va dire des envahisseurs, si vous préférez. C'était des migrants, hein, comme tous les peuples germains ont été des migrants jusqu'à Rome d'ailleurs. Hein. Mais ces peuples-là n'étaient pas des pirates. Les pirates ont sévi, aussi bien en Scandinavie qu'en Europe occidentale, mais c'est deux choses différentes à ne pas confondre. Alors, le paysan libre nordique était parfois sous, on va dire, sous l'emprise d'un jarl, d'un seigneur, mais il était totalement libre. Et d'ailleurs, le chef de guerre, par exemple Clovis, qui fut un chef de guerre franc, était élu. Il pouvait être démis de ses fonctions à tout moment. Tout le monde, on pouvait le provoquer en duel individuel, ou alors tout simplement à l'Assemblée des hommes libres, le TIN, l'Assemblée des hommes libres, on pouvait le déchoir de ses fonctions. Et d'ailleurs, c'est arrivé en Scandinavie, en Suède. Hein, il y a eu des chefs jarls, des grands chefs seigneurs qui ont été démis de leurs fonctions par l'Assemblée des hommes libres, par le TIN. L'Assemblée des hommes libres ressemble beaucoup à ce que les Grecs avaient dans leur démocratie. Bien évidemment, il y avait aussi des esclaves dans ces sociétés. Les esclaves n'avaient aucun droit.
mais il n'était pas maltraité, etc. Il faisait partie de la famille, mais il n'avait pas de droit d'homme libre. Cette notion est importante. Et quand les Francs arrivent en Gaule, ils sont des hommes libres, ils sont des Nordiques, ils sont des Norsemen, des hommes du Nord, des Normands. Et ils ont dans leur bagage leur culture de Thyn, d'assemblée de l'homme libre. Et ça, c'est le syndrome du vase de Soissons. C'est qu'il y a un basculement avec cette nouvelle religion, cette religion chrétienne qui va expliquer, d'un point de vue politique, que en fait le Thyn, l'Assemblée des hommes libres, c'est terminé parce que cette religion, elle vient d'Orient, de Palestine, où des régimes sont très différents, beaucoup plus totalitaires, beaucoup plus hiérarchisés. Et là, on explique à Clovis qu'en fait, tu vas devenir un roi héréditaire, tes enfants vont hériter de ton pouvoir quasi divin, et tu vas garder le pouvoir, ta famille va garder le pouvoir. Et ça, c'est quand même quelque chose, un basculement. Et là, on tombe dans la féodalité, la noblesse, qui n'est plus la noblesse d'origine du peuple premier, mais une noblesse de pouvoir, une noblesse qui va s'hériter. Et non plus l'homme libre, le paysan pouvait devenir chef, un chef guerrier, il pouvait être élu par son mérite. C'était ça le sens réel de la noblesse, c'est-à-dire la noblesse de l'homme libre et la noblesse du mérite. Mais dans la féodalité, alors le mérite existe toujours un petit peu, mais ça reste quand même très différent, ça devient un phénomène héréditaire, cette noblesse aristocratique, voilà. Et comme Montesquieu le dit, il y a eu avec les Normands, donc entre guillemets, je vais employer le mot viking, même s'il n'est pas approprié, il y a eu un revival, comme on dit en anglais, en français, il n'y a pas vraiment un mot pour ça. Il y a eu un renouveau, un nouvel apport de cet esprit de l'homme paysan libre, de cette noblesse première qui est la véritable noblesse, c'est-à-dire l'autonomie. Plus vous êtes autonome, en réalité, plus vous êtes noble. Plus vous êtes noble, car plus vous êtes libre. Ça va de pair. J'entre dans la partie philosophique. Alors, la liberté de vivre sur sa terre de manière autonome ou le plus autonome possible est la seule véritable noblesse. Les peuples premiers étaient nobles. Ils le sont toujours. Les Kanaks sont un peuple noble. Ils ont droit de vivre chez eux, dans leur culture, et ils ont droit à ne pas être remplacés, tout comme M. Mélenchon. Nous, Gaulois, avons le droit, nous, peuple premier gaulois, nous, les indigènes, avons le droit de nous protéger des allogènes, c'est-à-dire des étrangers qui veulent prendre notre place. Et certes, il faut le souligner, c'est que cette place devient de plus en plus facile à prendre. Nous ne faisons plus d'enfants, nous n'avons plus goût à la vie. Peut-être que nous sommes une fin de race et que nous allons laisser notre place. C'est possible. Mais ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de résister comme les Kanaks. Alors, cette notion est très importante à comprendre. Et c'est ce que explique Darré dans son ouvrage, bien sûr dans un jus national-socialiste de l'époque, avec un certain racisme, etc., une certaine hiérarchisation des races. Mais tout de même, c'est intéressant parce que Darré, c'était le ministre de l'Agriculture, si vous voulez, de la nourriture, du développement. C'est lui qui est aussi à l'origine des Lebensborn, etc., cet espace vital. Mais il a redistribué les terres aux paysans. En Allemagne, en 1930, dans cette énorme crise monétaire qui existait, les paysans ont beaucoup souffert, comme aujourd'hui en France. Mais sauf que le peuple allemand, comme le peuple français à l'époque, était majoritairement paysan. Et lui, l'État socialiste allemand a redistribué des terres qui sont devenues des terres héréditaires pour des petits paysans et des petites parcelles pour refaire une agriculture de proximité et de réseau. De raison, une agriculture raisonnable, une agriculture écologiste au sens premier du terme. Et ça, c'est ce qu'on doit refaire en Europe. Les peuples premiers européens doivent se remettre, se réenraciner dans la terre, dans cette écologie de proximité, ce terroir qui est quelque chose propre au peuple premier et à la noblesse de ce paysan libre et autonome et armé si possible. Ça, je le rajoute toujours, car l'individu libre doit être armé, à mon sens, armé psychologiquement, intellectuellement et physiquement.
Et là, je dirais quelque chose d'important. Donc, vous avez compris ce complexe du vase de Soissons, de Clovis, ce passage de l'homme libre, l'allodialité à la féodalité, a été un bouleversement. Cette nouvelle religion, le christianisme, a dit à un moment donné qu'il n'y avait plus, entre guillemets, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes dans le Christ Jésus. Alors si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Cette nouvelle religion bouscule l'ordre des choses des Indo-Européens. La société qui va s'apparenter aujourd'hui dans le monde moderne le plus proche de ce que nous étions avant, c'est l'Inde, avec son système de caste, qui existait également chez tous les Indo-Européens, plus ou moins durement, plus ou moins fort, etc. Mais c'était cette tripartite politique, les castes supérieures, souvent le prêtre, le moine, le brahman en l'occurrence. Ensuite, vous aviez parfois le guerrier ou le paysan, et ensuite l'artisan, c'est-à-dire l'urbain plutôt. Alors, ça c'est important à le comprendre. Ce basculement a changé la société européenne. Cette nouvelle religion, ce mondialisme, parce que c'est une religion mondialiste, surtout aujourd'hui, le pape actuel, lui, il a des clients, ce pape-là mondialiste qui veut que le peuple premier d'Europe soit remplacé, ça le dérange pas, que ça soit un peuple premier ou pas, ça reste un client, s'il reste gentiment catholique. Mais bon, voilà, on n'est peut-être pas tous d'accord avec ça, bien évidemment, puisque, comme le dit bien Régis Debray, tous les hommes ne sont pas frères. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fraternité, c'est l'amour de son proche, l'amour de son frère. C'est ça aussi la noblesse du peuple premier, de ce paysan qui vit dans un espace déterminé, qui vit dans un clan, c'est assez clanique, il faut le reconnaître, mais c'est le fondement même d'une société harmonieuse, où les gens vivent ensemble et ont un même niveau de compréhension, d'entente, de politesse, de culture, de goût, d'odeur, de nourriture, de la même langue bien évidemment, et ainsi de suite. Je vous lis un article, tiré d'un article avec Régis Debray, fait par Elisabeth Lévy. Je vous cite Régis Debray. Si vous êtes frère avec tout le monde, vous ne l'êtes avec personne. Être frère, c'est se rassembler contre un occupant, un ennemi, un oppresseur, ou contre la religion de l'autre. Le bouddhisme s'est construit contre l'hindouisme, le christianisme contre le judaïsme et le paganisme, le protestantisme contre le catholicisme. Chaque apparition d'un nous témoigne d'un combat et synonyme d'une nouvelle frontière posée. Il ne peut y avoir de nous sans eux. Alors bien évidemment, je pourrais aussi citer Sartre, l'autre. L'autre, c'est celui qui vous définit quelque part, même par sa violence, souvent. Mais ça, c'est extrêmement important à comprendre. La noblesse, c'est le peuple premier, c'est l'homme avec un amour profond pour ses proches, mais également un amour pour la liberté, cette autonomie. Plus vous êtes autonome, plus vous deviendrez noble. Bien sûr, et plus vous protégerez votre espace de paix, que ce que j'ai défini dans mon livre, espace de paix, c'est ce que Régis Debray explique dans cette nouvelle frontière posée face à eux. On se définit toujours par l'autre, le différent. Donc, bien évidemment, le non noble, parce que nous, si nous sommes nobles, l'autre n'est pas noble, ou alors un peu moins noble. Bien évidemment, c'est un point de vue de l'esprit, mais c'est important de quand même le reconnaître et de l'accepter. La noblesse est fondamentalement l'amour de cette liberté, de cette terre, de cet enracinement dans la terre de nos ancêtres. C'est ça la noblesse, rien d'autre. Après, certains vous diront, ah oui, mais il y a une noblesse de l'esprit, le christianisme est noble puisque tout le monde serait supposé être frère, même si le Christ n'a pas vraiment dit ça. Bon, enfin, à mon avis,
pour moi, la noblesse reste celle du peuple premier, comme l'a bien expliqué Jean-Luc Mélenchon. Je rentre dans la politique. Alors, les carolingiens inventent la féodalité. Alors, les Pépinides font un coup d'État, un coup de palais, et prennent le pouvoir contre les Mérovingiens, c'est-à-dire la descendance de Clovis. Et les carolingiens changent ce système qui était le système nordique d'hommes libres, l'assemblée du Thyn, etc., le système d'allodialité en féodalité. C'est effectivement les Pépinides, c'est les carolingiens qui vraiment le font. C'est pas vraiment Clovis. Clovis en réalité a gardé sa culture germanique profonde de l'homme libre. Mais les carolingiens, eux, vont créer la féodalité et cet héritage de fausse noblesse. Hein. Et la religion chrétienne est un des facteurs, bien évidemment, de ce phénomène. Et ça crée une noblesse politique, une noblesse de pouvoir, et qui se transmet, elle aussi, de manière héréditaire, mais qui n'a plus cette notion de groupe, de fraternité, de clan, de peuple premier. Pour elle, c'est une caste. Cette aristocratie devient une caste dominante et qui est transnationale. Charlemagne est un carolingien, lui va dominer sur toute l'Europe. Il se moque en réalité du petit peuple premier. Lui, c'est un homme de pouvoir, de caste, et qui peut être allemand comme français ou voire anglais. La noblesse héréditaire féodale n'a plus de nation. Elle n'a plus de territoire, elle n'est plus enracinée. Elle est enracinée par son pouvoir. Et ensuite, quand les bourgeois prendront cette féodalité à leur compte avec la Révolution française, par exemple, une des premières révolutions, excusez-moi pour le son, pour le bruit, eh bien, c'est pareil, eux n'ont plus de nation, n'ont plus d'enracinement. Ils vivent dans des palaces de New York à Tel Aviv, en passant par Johannesburg ou Moscou. Hein. Le petit peuple premier a disparu dans ce schéma. Et c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour. C'est ça qu'il faut fondamentalement casser, cette mondialisation des peuples, de cette élite oligarchique riche, qui est mondialiste, qui elle n'a plus de chez soi, qui n'a plus de terre, elle n'est plus enracinée, si ce n'est que par l'argent. Hein. Ses racines, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Mais nous, le petit peuple, nous, hommes du peuple, nous, peuple premier, nous devons retrouver cet enracinement, nous devons retrouver nos frontières, nous redéfinir face à l'autre, pas dans une méchanceté ou une violence, mais tout simplement pour exister, que chacun existe, que le Kanak puisse exister chez lui et que le Breton puisse exister chez lui. Donc il faut arrêter cette mondialisation, il faut rendre une autonomie aux hommes, avec un grand H, et aux États. Il faut refaire le monde des États autonomes et libres. Un État doit être noble. Et pour qu'un État soit noble, il faut qu'il soit souverain et libre. Avec un ou plusieurs peuples en son sein. Ça peut être même un empire. Mais d'une manière générale, je pense que le statut d'un État est une bonne chose. Alors, en conclusion, la noblesse est l'amour de la liberté individuelle. C'est ce paysan libre qui chérit sa terre, qui est enraciné et qui est fraternel avec les siens et qui se définit face à l'autre, face à cette frontière posée, comme le dit bien Régis Debray. C'est l'écologie au sens premier du terme, l'enracinement dans sa terre, cultiver sa terre, être autonome, libre et armé, intellectuellement et physiquement. La noblesse, c'est l'écologie de la raison, le bon sens, l'amour de ceux qui nous ressemblent, avec qui on peut vivre en paix et en harmonie sociale. On ne peut pas vivre dans une harmonie sociale avec des gens qui nous sont trop différents. D'abord, il faut pouvoir communiquer avec une langue à peu près commune, il faut avoir des goûts communs, une culture commune, etc., etc. C'est pas du racisme. Mélenchon le dit, on ne peut pas penser qu'il soit raciste. La seule différence, c'est que c'est un wokiste. Alors, les Kanaks ont droit d'être libres, les Kanaks ont droit d'être nobles et enracinés dans leur terre, mais est-ce que nous, les Gaulois, avons le droit? Nous, les Blancs, est-ce qu'on a le droit d'être libres chez nous, sur notre terre? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être remplacés comme les Kanaks? Répondez à cette question de manière directe, Monsieur Mélenchon, et je pense que vous allez
esquiver cette réponse parce que comme vous êtes wokiste, vous êtes gangréné intellectuellement par le fait que l'homme blanc est mauvais et qu'il faut le détruire. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. La notion de l'écologie, la notion de territoire, d'enracinement, le bon sens du vivre ensemble dans une communauté équilibrée et harmonieuse, c'est tout ça qu'il faut retrouver si on veut un monde équilibré, un monde en paix demain. Les pires des guerres sont les guerres fratricides. Regardez ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est une guerre de frères. Regardez ce qui se passe en Palestine, c'est deux peuples sémites s'affrontent. Les Juifs sont historiquement un peuple sémite, comme les Palestiniens, ce sont des frères qui s'affrontent pour leur territoire, pour leur terre, pour cet enracinement. C'est pareil en Ukraine, c'est pareil en Israël, c'est pareil aussi en Birmanie. On oublie la guerre en Birmanie, mais c'est pareil, c'est la même guerre. C'est une guerre de frères qui luttent pour leur territoire et leur survie, car ils ne veulent pas être remplacés. Pour terminer, je dirais tout simplement que la noblesse, c'est l'amour de la liberté, l'amour de la liberté de l'individu libre et armé intellectuellement et physiquement, le plus autonome possible, celui qui sait encore cultiver sa terre, ou tout du moins qui est proche de son terroir, proche de la culture de ses ancêtres. La noblesse, ce n'est que ça, c'est l'amour et le respect de vos ancêtres. À bon entendeur, salut!